Là, je, okay. Je suis basée à Kinshasa en RDC et je suis membre de OEC. Je travaille avec OEC. Donc, je vais essayer un peu de partager ensemble avec vous, qu'on essaie d'échanger sur les bonnes pratiques en sécurité numérique pour notre organisation. Étant donné que nous sommes des activistes du mouvement, nous avons certainement des organisations et nous travaillons pour la bonne cause. Et notre sécurité est très importante, surtout qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'Internet et la COVID, nous sommes très souvent amenés à travailler, à faire notre travail en ligne sur Internet. Mais comment est-ce qu'on les fait? On les fait parfois juste parce qu'on est obligé, mais on ne tient pas en compte qu'il faut de la sécurité. Donc, parfois, on ne se rend pas compte de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Internet, ce n'est pas sûr. Internet, ce n'est pas sécurisé et c'est important vraiment de connaître les bonnes pratiques pour la sécurité numérique et de bien travailler ensemble, en fait. Donc, je vais essayer rapidement de présenter un peu c'est quoi en fait la sécurité numérique en fait. Est-ce que lorsqu'on dit sécurité numérique, de quoi est-ce qu'on veut parler en fait? Une petite définition que je trouvais auprès de Access Now, qui est une organisation aussi pour le droit numérique. Donc, ils disent que la sécurité numérique fait référence à la protection des appareils, données, des communications et des comptes en ligne contre les intrusions et les attaques d'un ou plusieurs adversaires. Donc, comme j'ai dit, sur Internet, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas que des activistes, il y a plein et c'est ouvert à tous et il n'y a pas de réglementation par rapport à Internet. Internet, il n'y a pas quelque part où avant de passer, tu dois avoir une porte, vous pouvez demander l'autorisation ou quoi. Donc, c'est vraiment ouvert. Et c'est important de voir comment est-ce qu'on se sécurise personnellement. Donc, comme cette définition nous dit, ça fait référence en fait à tous ces moyens qu'on peut mettre en place pour protéger nos appareils. Pareil, on voit ordinateur, on voit téléphone, on voit tablette, imprimante, routeur, tous ces appareils, les données, tout ce qu'on ne touche pas, les informations de gens qu'on enregistre, surtout nous qui travaillons dans les organisations de la société civile, nous gérons beaucoup de fois les données qui sont confidentielles, les données de nos bénéficiaires, les données de nos partenaires. Ce sont des données qui valent de l'or et qui sont importantes pour nous. Peut-être pour une autre personne, elle ne peut pas être importante, mais pour nous, elle est importante. Et aussi pour celui qui voudrait les voler, c'est importante. Donc, et il faut y veiller et le protéger. La communication, nos communications, là, maintenant, là, on est en train de communiquer. Nos partages d'informations, le données qu'on partage entre nous, les courriers électroniques, ça, c'est la communication en ligne. Le compte en ligne, nos comptes Facebook, Twitter, de nos plateformes sociales de nos organisations personnelles. On voit souvent que tel compte a été piraté, telle personne a perdu ses informations de compte, il a été piraté, on publie des choses dans son compte. Donc, c'est tous ces éléments, toutes ces choses que nous devons protéger contre les intrusions et les attaques de nos adversaires. L'adversaire, c'est ce pirate. L'adversaire, c'est ce voleur de données. L'adversaire, c'est cette personne qui veut juste vous nuire, en fait. Donc, et ils sont nombreux. Ça, c'est un peu, si je peux dire en résumé, la définition de sécurité numérique. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de sécuriser ces données, en fait? Donc, comme je disais, nous qui travaillons dans les organisations de la société civile, c'est important parce qu'on doit protéger ces ressources. Parce que si on les laisse à la portée de tous ou sans sécurité,
elles seront volées, les ressources seront volées, les ressources seront utilisées à mauvais usage. Donc, c'est important de protéger les ressources de l'organisation. Pourquoi la sécurité numérique? Pour préserver la confidentialité et la sécurité de nos bénéficiaires. Donc, je venais de parler un peu de notre travail en tant qu'activiste. Nous avons accès aux données de nos bénéficiaires. Nous avons accès à la confidentialité de nos bénéficiaires. Par exemple, une personne qui a une maladie et ne voudrait pas qu'on les sache, en fait. C'est une donnée que vous gardez, elle vous en a parlé, vous avez enregistré ça, vous avez recensé toutes ces informations, vous l'avez gardé dans un... Et si ces données venaient être divulguées, c'est sa vie et il pourrait perdre sa réputation ou bien sa tranquillité. C'est pourquoi c'est important de préserver la confidentialité, de protéger, d'avoir une sécurité numérique par rapport pour notre organisation. Pour pouvoir continuer à travailler pour les droits des femmes. En fait, la sécurité numérique nous permet en fait de continuer de poursuivre ce travail parce que si je ne suis pas sécurisée, si je perds les informations, je ne pourrai pas poursuivre. Les gens ne me feront pas confiance et moi-même, je ne serai pas en confiance pour aller sur Internet ou bien continuer à faire mon travail d'activiste en ligne. Et étant donné la condition, la COVID, la situation, nous voyons que nous sommes obligés aujourd'hui d'aller plus sur Internet, de travailler en ligne. On le voit même avec le forum. Le forum a été prévu pour les présentiels et les virtuels, mais on a dû migrer vers les virtuels parce que la situation COVID ne nous permet pas. Et si nous ne sommes pas sécurisés, nous allons avoir des attaques par-ci, par-là. Et ça ne nous permettra pas en fait de bien jouir de nos activités ou de notre forum. C'est pourquoi c'est important d'avoir la sécurité numérique. Et quelles sont les menaces qui rôdent autour de nous actuellement? Aujourd'hui, en fait, dans ce 21e siècle, dans ce 2021, dans cette ère numérique, la plupart des menaces que nous rencontrons en ligne, ce sont les logiciels malveillants qu'on appelle souvent virus, qu'on a l'habitude d'appeler virus. Les piratages. Les piratages, c'est vraiment une personne derrière un ordinateur qui essaie de manipuler les systèmes pour voler des données, changer les données, empêcher la disponibilité des données, vraiment vous mettre dans une situation où vous ne saurez pas accéder à vos données, où vous ne saurez pas sauvegarder vos données, où vous ne pouvez pas utiliser vos données. Le hameçonnage. Le hameçonnage, c'est en fait, en anglais, on dit phishing. Donc, l'effet d'essayer d'attraper un poisson, en fait, c'est ça. Les hameçonnages, on a le hameçon pour attraper le poisson, en fait. C'est une technique d'attrape ou bien d'attraction, une technique d'attraction des utilisateurs que les pirates utilisent, que les adversaires en ligne utilisent, en fait. Vous pourrez voir, par exemple, on a souvent sur nos téléphones, on nous dit que telle banque a 30 ans et accorde 500 $ à des personnes qui vont enregistrer leurs informations sur tel formulaire. Et là, vous allez vous cliquer sur le formulaire, vous mettez des informations sur vous, vous mettez votre adresse, vous mettez votre maison, vos numéros de téléphone, votre nom. Parfois même, on peut vous demander de mettre vos coordonnées bancaires, de mettre vos informations de mobile money, de le mettre dedans, vos codes. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, que vous êtes en train de donner vos informations, toute une confidentialité qui vous concerne. Vous êtes en train vraiment de vous livrer sans les savoir. Et quand vous mettez toutes ces informations, vous cliquez et vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Vous suivez, comme ça, le lien vous redirige, vous ne comprenez pas. Vous allez encore des liens en lien, vous ne comprenez pas. Et lui, il crée une base de données. Il a une base de données où il a plusieurs informations comme ça qu'il peut revendre
à d'autres tierces. Vous allez voir quand vos informations sont vendues. Donc, les informations sont très importantes, ont de la valeur et on peut les utiliser comme on veut. On va voir, est-ce que vous avez autorisé, quand vous voyez, commencez à voir des messages surgir sur votre téléphone, vous ne comprenez pas des informations, ou bien carrément, on va voler votre argent si vous mettez vos codes d'accès à vos plateformes monétaires, tout et tout. Donc, ça, c'est vraiment une technique d'hameçonnage. Ou bien, dans les mails, ça, c'est vraiment un autre exemple de hameçonnage qui arrive beaucoup dans les mails, surtout nous qui travaillons dans les organisations de la société civile. Vous recevez un mail et lorsque vous recevez ces mails, vous ne regardez même pas, vous ne reconnaissez pas vraiment les mails. On vous dit, votre mot de passe va expirer, cliquez ici pour le changer. Et vous, juste parce que vous avez peur de ne perdre votre mot de passe, vous cliquez dessus sans vous rendre compte que en cliquant, vous donnez accès à un voleur qui peut voler vos données ou bien qui récupère en fait directement votre mot de passe en question et peut l'utiliser après sans les savoir. Ou bien vous prenez un logiciel, quand vous voyez une pièce jointe dans votre, vous voyez X, vous comprenez pas, vous voyez l'extension, quand on regarde l'extension, on regarde un document Word, on regarde à la fin, on dit .doc, Excel, c'est .xls, mais vous voyez X, vous voyez quoi, vous voyez, et puis vous cliquez dessus. Et vous ne savez pas quand vous ouvrez, c'est peut-être un logiciel malveillant qui vient s'installer. Ça, ce sont les techniques de hameçonnage. Les vols et effractions, ça, c'est vraiment les vols de données. On peut vous voler les données par les pirates. Ou bien une infraction, un voleur vient et il vole vos données. Il s'accapare avec vos ordinateurs. Il va avec. Ça, c'est une menace pour vous, étant donné que vous travaillez sur votre ordinateur, toutes vos informations sont dessus. Et si votre ordinateur n'est pas bien sauvegardé, n'est pas bien protégé, il peut avoir accès et il peut faire tout ce qu'il veut. Les dommages naturels, les tempêtes, les tempêtes, les intempéries, les inondations, les incendies, toutes ces choses-là peuvent altérer ou bien peuvent nuire à vos informations et ce sont des menaces. Les harcèlements en ligne. Très souvent en ligne, on voit des harcèlements, on voit des injures, on voit des propos injurieux, des propos sexistes. Tout ça, ce sont des formes de harcèlement en ligne que nous rencontrons et face auxquelles nous devons nous protéger. Ok, je vais passer les diapos souvent. Et comme notre thème l'indiquait, les bonnes pratiques pour notre organisation, les bonnes pratiques en sécurité. Quelles sont ces bonnes pratiques que nous devons connaître et mettre en œuvre pour notre sécurité numérique? Premièrement, je veux parler du choix de nos mots de passe. Très souvent sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos comptes en ligne, Facebook, Twitter, mail, plein de comptes comme ça. On nous demande souvent d'avoir un compte d'un nom utilisateur et un mot de passe. Et c'est important de bien choisir son mot de passe. On va juste après voir un peu comment est-ce qu'on peut faire avoir un mot de passe fort. Et on va continuer. Mettre à jour régulièrement vos logiciels. Très souvent, on regarde, on voit une notification d'une mise à jour, autoriser la mise à jour, mais on refuse de dire, ah non, autoriser la mise à jour, on met ça de côté. Non, mais c'est un élément important pour la sécurité numérique, étant donné que lorsque nous faisons des mises à jour régulières, en fait, les logiciels reçoivent en fait les informations pour plus de sécurité. Les fabricants ajoutent encore des fonctionnalités de sécurité. Ils ont découvert peut-être un virus et ils veulent insérer dans votre système les informations, le code qui vous permettront de vous protéger contre ces virus ou bien ces logiciels malveillants. C'est pourquoi on nous demande de tout le temps mettre
faire des mises à jour. Effectuer des sauvegardes régulières. Comme on a parlé ici des autres formes de menaces, intempéries, vol de données. Si vous n'avez pas une sauvegarde à part, lorsque votre ordinateur est volé ou bien est bousillé, vous ne savez plus accéder vraiment en fait à vos données. Mais lorsque vous faites une sauvegarde, par exemple dans les clouds, sur Drive, sur OneDrive, vous le mettez là-bas sous une licence, un compte sous une licence, vous pouvez facilement, en fait, lorsque vous n'avez pas votre ordinateur, accéder dans votre Drive, récupérer les données et puis l'utiliser. Ou soit encore avoir un box à part, un box à côté, faire votre sauvegarde et protéger vos données au cas où vous n'avez plus accès à votre outil principal, ordinateur que vous utilisez autrefois. Sécuriser l'accès Wi-Fi de votre organisation. La plupart du temps aujourd'hui, nos organisations, nous avons des Wi-Fi, mais est-ce qu'elles sont sécurisées? Non. Oui, on ne sait pas. La sécurité de nos Wi-Fi nous permet en fait de sécuriser aussi nos données parce que les données transitent entre nous dans l'organisation, nous partageons les données et lorsqu'un intrus accède à notre Wi-Fi, il peut facilement aussi prendre protection de notre réseau et bousiller en fait plusieurs ordinateurs ou bien plusieurs matériels. Être prudent avec son ordiphone, smartphone ou sa tablette qu'avec son ordinateur. Trop souvent, parfois, tu vas plus sécuriser ton ordinateur, or que vous oubliez que la plupart du temps, les mêmes informations que nous avons sur téléphone sont les mêmes informations sur ordinateur. Nos comptes, c'est la même chose. Tout ça, c'est vraiment, c'est une synchronisation. Et si notre téléphone de ce côté n'est pas sécurisé, la porte d'entrée peut être le téléphone. Protéger ses données lors des déplacements. Je veux voyager, bien protéger ses données, surtout nous qui travaillons pour la société civile, pour le droit des femmes et parfois en situation de crise. Être prudent lors de l'utilisation des messageries. Donc, comme j'ai expliqué, les hameçonnages, donc il peut arriver que votre messagerie soit ciblée en fait. On vous envoie des mails, parfois on reçoit des mails. Vous allez penser que c'est un site officiel, que c'est un compte officiel. Vous allez voir peut-être un compte, un numéro qui écrit Deborah Bilaou, @G. On écrit par exemple comment je peux dire? Gmail.g.x. Vous ne regardez pas bien et vous pensez que c'est Deborah là où c'est son compte Gmail. Or, ce n'est pas un compte Gmail, c'est un faux compte qui essaie un peu de copier le compte Gmail pour vous donner une bonne impression et que vous acceptiez son invitation ou bien son mail. Et là, quand vous répondez, il peut facilement voler vos données ou bien introduire un logiciel. Donc, être très regardant quand on reçoit un mail, vérifiez bien l'adresse de l'email, surtout lorsque vous ne connaissez pas la personne, l'information, vérifiez bien. Vérifiez la pièce jointe. Quand vous regardez, ne l'ouvrez pas. Vous regardez juste à côté. Vous regardez l'extension à la fin, donc on écrit le nom de la pièce jointe, rapport, point, vous regardez la fin, là, c'est comment? Est-ce que c'est une extension doc? Est-ce que si vous voyez que non, ça me complique, c'est X, Y, je ne comprends pas. Vaut mieux peut-être se renseigner auprès d'une personne ou bien sur Internet pour vérifier vraiment si c'est une bonne extension ou bien bon. Vous voyez comme une pièce jointe avec des
des trucs, des paramètres, les trucs qu'on voit dans paramètres sur nos ordinateurs. Vous voyez un truc comme ça. Ça, c'est vraiment, la plupart du temps, quand c'est une pièce jointe pareille, c'est-à-dire que c'est un logiciel malveillant, c'est un code, un programme qu'on vous a envoyé qui, lorsqu'il est ouvert, permet de s'exécuter sans que vous les sachiez, en fait. On a entendu des histoires ici de Pegasus qui est un logiciel de ransomware, un logiciel malveillant qui permettait en fait de se dissimuler dans le téléphone et de renvoyer toutes les conversations sur nos plateformes. En fait. Télécharger ces programmes sur les sites officiels des éditeurs. Très souvent, on a l'habitude, on cherche un logiciel, je cherche par exemple à télécharger Chrome, je tape seulement Chrome. Il faut bien voir vraiment si c'est les sites officiels. Vous voyez qu'on a écrit www.chrome.com. Vous regardez, vous faites des recherches, vous vérifiez vraiment si les logiciels, les sites dans lesquels vous allez, c'est les sites du fabricant en fait. Il y a la facilité. Vous pouvez même taper télécharger Chrome, site officiel. Il va chercher pour vous les sites officiels en fait. Être vigilant lors d'un paiement sur Internet. Lorsque vous faites un paiement sur Internet, vérifiez vraiment tous les paramètres, toutes les sécurités et un antivirus qui vous permet en fait de filtrer les sites où vous pouvez aller, donc de choisir pour vous les sites. Il peut vous dire si un site est sécurisé ou non. Il peut limiter l'accès. L'authentification à des facteurs. L'authentification à des facteurs, on le voit souvent. Je veux donner un exemple sur Google, sur Facebook, sur nos comptes réseaux sociaux. Vous avez un mot de passe. Et après, on vous demande authentification à des facteurs. On vous dit, par exemple, donner le nom ou bien une information que vous seul pouvez connaître, en fait. Et lorsque un autre jour, vous voulez vous connecter, vous essayez votre mot de passe, on vous demande encore quelle est votre question, que vous aviez posé une question. Quelle est la réponse à cette question-là que vous avez posée lors de la création de votre compte? Prendre soin de ces informations personnelles, professionnelles et de son identité numérique. Toutes ces informations que nous avons, nos ordinateurs, nos matériels, nos comptes, nos identités numériques, ce sont ces informations que nous avons en ligne, nos comptes, tout ça. Il faut bien en prendre soin. Sensibiliser les autres. Lorsque vous avez une information, sensibiliser, dites à l'autre qu'il ne faut pas faire ça. Quand vous savez qu'il faut avoir un antivirus, dites-lui, mon cher, ma chère, tu dois avoir un antivirus avec licence. Il ne faut pas juste installer un antivirus, mais acheter la licence en ligne, elle ne coûte pas beaucoup cher. C'est vraiment pour votre sécurité. Et surtout lorsque vous avez tout le temps besoin d'aller sur Internet, vraiment acheter les antivirus. On a Kaspersky, on a Norton, on a Activa, Avira. Donc, il y en a plein sur Internet. Vous pouvez rechercher et acheter surtout la licence de l'antivirus pour une meilleure protection. Ça, c'est vraiment un peu globalement. Il y en a plein, les bonnes pratiques. C'est que j'ai essayé un peu d'énumérer. Il y en a plein, il en reste encore beaucoup. Même lors de l'ouverture, nous avons parlé du cryptage. Donc, le cryptage, c'est un peu plus pour ceux qui sont vraiment dans le domaine informatique, mais on peut toutefois apprendre sur Internet et trouver des liens qui nous informent là-dessus. Les mots de passe. Comme j'avais dit, on va essayer un peu d'entrer plus en profondeur sur la question des mots de passe parce que c'est on dit, c'est la première ligne de défense en fait. Le mot de passe est notre première ligne de défense. C'est très souvent pour accéder à notre ordinateur, il faut un mot de passe.
sur notre téléphone là, il faut un mot de passe. Déjà, c'est la première ligne de défense. Lorsque on récupère déjà votre mot de passe, on peut facilement accéder en fait. Et c'est la porte d'entrée, donc il faut avoir un mot de passe. Et c'est important. Et comment doit être notre mot de passe? Les règles très importantes pour un mot de passe, moi je dis souvent, un mot de passe doit être difficile à déchiffrer, mais facile à retenir pour vous. Donc, dans ma tête, pour une personne, c'est difficile à déchiffrer, mais pour le retenir, pour moi, c'est facile en fait. Donc, quelles sont les règles pour un mot de passe, un bon mot de passe? Un mot de passe doit être long. Donc, être long, là, on voit au moins avoir 12, à part de 8 à 12 caractères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui l'exigent. Lorsqu'un mot de passe est de 6 caractères, donc des 6 lettres ou chiffres, tout caractère, vous ne pouvez pas, il n'acceptera pas ce mot de passe. Un mot de passe doit dépasser 8 caractères et aller au-delà comme vous le voulez. Et ne pas l'oublier surtout, c'est pourquoi j'ai dit difficile à déchiffrer, mais facile à retenir. Un mot de passe doit être robuste. Robuste, c'est-à-dire fort. Dans un mot de passe, on doit avoir les chiffres, les lettres, s'il vous plaît, votre micro, les chiffres, les lettres en majuscule et en minuscule, les caractères spéciaux. Par caractères spéciaux, je parle de le point, les virgules, l'exclamation, l'apostrophe, les pourcentages, toutes ces choses qui ne sont pas des chiffres et des lettres, ce sont des caractères spéciaux. Même l'espace. L'espace aussi peut faire partie de mon mot de passe et le rend fort. Donc, je disais un mot de passe robuste, un mot de passe doit avoir des chiffres, des lettres en majuscules et en minuscules, des caractères spéciaux. Doit être unique. Je ne peux pas avoir un mot de passe, le même mot de passe, je l'utilise pour Twitter, je l'utilise pour Facebook, je l'utilise pour tel, non. On doit avoir des différents mots de passe. C'est pas que lorsque on a ton mot de passe, on a accès à tout le compte. Non, ça, c'est pas une bonne sécurité. Lorsque on a peut-être accès à votre mot de passe, on peut peut-être accéder à votre Facebook, mais pas votre Twitter. Donc, vous êtes encore protégé d'un côté, même si vous avez perdu d'un autre côté, vous pouvez travailler pour récupérer. Mais lorsqu'on a le tout, c'est encore un grand travail. Ne les partagez à personne. C'est personnel, votre mot de passe. Ne pas les mettre sur un post-it, ne pas les mettre sur un papier. Non, non, non. À changer après 3 mois. Le mot de passe doit être normalement changé après 3 mois. Ça, c'est vraiment une des règles. Utilisez un gestionnaire de mots de passe comme KeePassX. Évitez les schémas de blocage et de biométrie. Le gestionnaire de mots de passe KeePass, c'est un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez mettre tous vos mots de passe à l'intérieur et n'avoir que son mot de passe à lui, de KeePass. C'est celui que vous retiendrez dans votre tête. Et à chaque fois, lorsque vous avez besoin d'un mot de passe, vous pouvez chercher là-bas et et le logiciel vous protège en fait à protéger les autres mots de passe. Quelques outils et tactiques de sécurité numérique. Donc, on va essayer un peu pratiquement, dans la pratique, on va aller sur le site de How to Securize My Password. Je vais essayer de partager mon nouvel écran, mon navigateur, c'est celui-ci, j'espère. Vous voyez mon navigateur vide? Donc, ce site vous permet de savoir si votre mot de passe est fort ou non.
comme on a dit, how to securize my password, vous pouvez taper votre mot de passe. Vous allez savoir, il va vous dire si votre mot de passe est fort. Donc, on va essayer de... Oh, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Pourquoi il fait ça? Quel mot de passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il nous a redirigé sécurité.org. J'essaie de vérifier vraiment. Donc, on va essayer de voir ici. Nous allons créer effort. Donc, je vais écrire des. Donc, quand j'écris Déborah, il me dit que mon mot de passe peut. J'ai juste écrit Q. Parler pour le mot de passe. Mettre un mot de passe un peu plus fort, de mettre et les. Donc, je veux mettre le mot de passe, par exemple, je veux épeler. Je vais écrire Déborah en majuscule, Déborah. Je mets espace 2021. Vous voyez comment ça évolue en fait. 2 mois, mais il n'est pas toujours performant. On va encore changer. Je vais essayer de faire une tactique. Je vais mettre des caractères spéciaux. Je vais écrire Déborah. Je mets D. D. Vous voyez, il change déjà. D, B, Déborah. Je mets à la place de A, je mets arrobase. Je mets espace 2021. Je mets espace encore. J'enlève la majuscule et puis j'écris forum. Vous voyez, il me dit 41 000 milliards d'années qu'il faudra à un ordinateur pour briser mon mot de passe. Donc, même si on met un logiciel, un ordinateur, pour commencer à briser il va commencer à essayer des mots de passe, à faire des combinaisons, ça lui prendra 41 000 milliards d'années. Et je pense que l'ordinateur là va craquer. Même la personne qui voulait récupérer cette information, il ne sera plus de ce monde et ça ne sert à rien en fait. Donc, si vous voyez, si je peux dire, les mots de passe que j'ai mis, il y avait des chiffres, des lettres en majuscule et en minuscule, des caractères spéciaux et il y avait, c'est un mot de passe long en fait. Je pense qu'il a peut-être plus de 12 caractères en fait. C'est ce qui les rend forts. Et je vais partager dans les commentaires tous ces liens pour que vous puissiez voir, que vous puissiez aussi les utiliser et peut-être vérifier vos mots de passe que vous utilisez très souvent. Peut-être vous avez créé un mot de passe, vous l'utilisez chaque jour, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'on peut le briser, si c'est fort ou c'est pas fort. Et avec le site, vous pouvez vérifier vos mots de passe et créer des mots de passe forts pour vous. Hormis ça,
Dans ma présentation, j'ai présenté KeePass, qui est un logiciel, comme je disais, un logiciel de gestion de mots de passe que vous pouvez utiliser. Je vais partager aussi les liens dans le chat. Il y a VeraCrypt, c'est pour chiffrer vos données et empêcher quiconque ignorant votre mot de passe d'y accéder. Donc, c'est un logiciel qui vous permet en fait de chiffrer par exemple, un document. Je veux envoyer un document par mail. Quand c'est sur Internet, là, je l'envoie, il passe sur Internet, tout le monde peut récupérer les lire. Mais lorsque c'est chiffré, il faut une clé qui est le mot de passe pour que la personne puisse le lire. Et moi, donc je pourrais juste partager la clé à une autre personne, la personne qui devra ouvrir mon fichier pour le lire et l'information est protégée entre nous deux. Autre ressources de base, donc dans ma présentation, j'ai mis quelques ressources qui pourront vous servir. Donc, trousse des premiers soins numériques, digital third phase. Voilà, il y a un lien pour faire. Un lien pour savoir comment créer des mots de passe forts. Un cours en ligne pour mieux comprendre la gestion des sécurités des mots de passe. Et un lien pour activer l'authentification à des facteurs. Donc, c'est un peu ça, quelques règles, quelques bonnes pratiques que je voulais partager avec vous sur la sécurité numérique. Et s'il y a des questions, je suis là pour poser. Je mets dans les chats toutes ces informations, tous ces liens, vous pouvez récupérer et commencer à utiliser. Donc, je vais partager un de liens. Le site, un de liens que je viens de vous partager. On présente en fait, c'est un peu la trousse des premiers soins numériques. Elle est gratuite, elle est ouverte. Quel problème vous rencontrez? J'ai perdu mon appareil, j'ai perdu l'accès à mes comptes, mon appareil agit de façon suspecte, j'ai reçu des messages suspects, mon site web ne marche plus, quelqu'un s'est fait passer pour moi, je suis victime de harcèlement en ligne, j'ai perdu mes données, quelqu'un que je connais a été arrêté. En fait, tous ces problèmes, comme j'ai dit, ce sont des menaces courantes qui sont tout autour de nous. Et ici, on peut avoir, comme c'est une trousse de secours, ça peut nous aider à savoir comment procéder, que faire pour résoudre ces problèmes, se prendre en charge. On va aller dans les harcèlements. Comment c'est pour la question de harcèlement. Êtes-vous victime de harcèlement? Vous pouvez voir en fait qu'est-ce qu'on en dit, donc apprendre des choses, comment procéder, que faire, et apprendre comme ça aussi, même informer les autres, comment est-ce qu'ils doivent faire. Donc, il y a plein de sites comme ça, surtout des organisations. Il y a par exemple Access Now, il y a Tactical Tech, il y a APC, il y a plein d'organisations comme ça qui partagent vraiment en fait les bonnes pratiques, les bonnes informations sur la sécurité numérique, surtout pour nous les défenseurs des droits des femmes, nous les personnes qui travaillons sur les questions de droits humains. Donc parfois, c'est pas seulement le données que nous gérons, parfois c'est nous-mêmes qui sommes victimes de ces attaques juste par rapport à notre profession et il faut savoir se protéger pour ne pas vivre l'angoisse ou bien fuir Internet parce que
vous allez perdre le goût d'être en ligne si vous êtes victime d'un harcèlement en ligne et cela ne sera pas une bonne chose. Vous allez perdre votre liberté.